Bonjour et bienvenue au goûter d'écoute mensuel d'Arte Radio à la Maison de la Poésie, c'est-à-dire partout dans le monde entier, retransmis en direct donc sur Facebook et sur YouTube. Goûter d'écoute, comme d'habitude, formidablement interactif, c'est-à-dire que vous posez des questions, vous faites des commentaires haineux ou délicieux, et puis nous en tiendrons compte et nous y répondrons. Chaque mois, le premier dimanche de chaque mois, on se retrouve ici, à la Maison de la Poésie, dans ce décor de rêve que nous avons entièrement confectionné, dont nous sommes très fiers, qui consiste donc dans ce tapis précieux, qui est à peu près l'essentiel de notre apport à l'art de la dramaturgie. Et on est avec les autrices des nouveaux podcasts d'Arte Radio. Donc on va écouter aujourd'hui deux grosses prises de risque, deux podcasts tendus, qui aborde des sujets difficiles, mais d'une manière extrêmement intime et personnelle, des sujets qui résonnent avec des questions de société majeures de notre époque. Bref, on fait du podcast, quoi. C'est à peu près le principe. Aujourd'hui, on va écouter un extrait du premier podcast de Juliette Japkiro qui s'appelle « Mon père » de Marx à Muhammad. Bonjour Juliette. Bonjour Sylvain. Je crois que c'est ton premier documentaire radio. Oui. Par ailleurs, tu es journaliste ? Oui. Mais pas en radio. Si, là, je fais du podcast. Ah, tu fais du podcast Alors, mais quand tu dis que c'est ton premier ? C'était mon premier. Mais du coup, depuis, je veux faire que du podcast. Il suffit donc de faire un seul podcast pour Arte Radio pour ensuite gagner sa vie en deuxième division. Bravo Juliette. On va l'écouter dans un instant. Et puis le nouveau podcast de Delphine Saltel, donc l'extrait du dernier épisode de son podcast « Vivons heureux avant la fin du monde ». Cet épisode-là, qui est déjà en ligne, lui, c'est la première partie d'une série de 2 podcasts sur la question de la parentalité. Cet épisode s'appelle « Comment la parentalité intensive nous bouffe la vie ». Alors là aussi, grosse prise de risque parce que tu dévoiles beaucoup de ton intimité et tu te poses la question, en fait, de savoir si tu es une bonne mère et si même il est possible d'être un bon parent. Voilà, une suffisamment bonne mère. Avant, on disait suffisamment bonne mère et il paraîtrait C'était que Winnicott, le psychanalyste Winnicott, voilà, qui disait ça, non ? dans les années 50, 60. Il faut être une mère suffisamment bonne. Et ça suffisait pour limiter la casse, pour que les enfants poussent droit. Et il paraîtrait, en tout cas c'est ce que certains experts me disent dans l'épisode, que non, maintenant ça suffit plus, il faut être parfait. Oui, il faut être une mère parfaite. Voilà, donc on va apprendre enfin comment être une mère parfaite et un parent parfait, et comment être une fille parfaite avec ce podcast de Juliette Japkiro. Je veux juste en dire un mot avant qu'on écoute l'extrait. C'est parti d'un mail que tu m'as envoyé, Juliette, il y a quelques mois, et le titre, l'objet de ton mail est le titre que finalement nous avons conservé pour le podcast, « Mon père » de Marx à Muhammad. Alors évidemment, quand on reçoit un titre, un mail avec cet objet-là en 2020, on se dit, voilà quelqu'un qui est pile dans les questions du moment, c'est-à-dire la question finalement d'une bascule, d'un repli identitaire dans la religion, chez des Maghrébins, des Arabes, etc. Et en fait, c'était aussi plus complexe que ça. C'était dans ta démarche une façon d'échanger, de parler avec ton père. Est-ce que sans trop déflorer le podcast dont on va entendre un extrait tout de suite, tu peux juste évoquer cette démarche-là ? C'est-à-dire, il y avait cette idée double de réfléchir en général à la place de la religion dans le parcours de ton père, mais aussi tout simplement, j'ai l'impression, cette idée d'une fille qui veut pouvoir échanger avec son père. Oui, en fait, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que c'est parti d'une conversation avec mon père. Moi, j'habitais au Sénégal. Quand je t'ai envoyé ce mail, j'étais à Dakar. Et en fait, j'avais eu mon père au téléphone qui me disait il faut que tu rentres. Parce que ça faisait plusieurs années que j'habitais pas en France. Et en fait, un jour, il m'a dit si tu rentres, je vais te raconter ma vie. Il a vraiment dit ça et ça m'est resté en tête. Et je me suis dit mais s'il me raconte vraiment sa vie, puisque ça faisait assez longtemps que je me posais des questions sur son parcours et sur un peu les contradictions qu'il y a à la fois dans sa vie et dans sa personnalité et dans les valeurs qui m'a transmises. Et après, je me disais, mince, il faut que je l'enregistre. Et puis après, je me suis dit, Arte Radio, ils adorent les Arabes, alors je vais leur pitcher. Comme ça, quelqu'un me paiera pour le faire. Et voilà, c'est de là que c'est venu.
C'est un très bon réflexe. Arte Radio adore les Arabes. Arte Radio adore surtout les histoires de famille, les secrets, les histoires de famille, les histoires de transmission. Et puis, on avait dit ça il y a longtemps. C'était Inès Léraud, la documentariste Inès Léraud, qui fait un très beau travail. Vous connaissez peut-être sur les algues vertes en Bretagne. Et elle avait dit dans un débat à Brest, les gens disent le micro est une arme, mais le micro c'est un bouclier. Alors, je cite tout le temps cette phrase, je l'adore, mais elle dit en fait, le micro permet, elle parlait d'un podcast assez intime qu'elle avait fait avec sa mère, et elle disait en fait, le micro m'a permis d'échanger avec ma mère. S'il n'y avait pas eu le micro, elle ne m'aurait pas tout raconté. Est-ce que tu as senti la même chose avec ton père, que le micro t'a aidé à avoir cette conversation ? Ouais, en fait, déjà, il m'a aidé moi à poser les questions. Parce qu'en fait, d'un seul coup, il y a des questions que j'avais déjà posées plus jeune et ça partait un peu en dispute ou alors il n'avait pas envie d'en discuter. Et en fait, là, d'un seul coup, que ce soit quelque chose de formalisé... Enfin, en fait, je me suis vraiment dit... Je me rappelle, il y a un moment, parce que les enregistrements, les entretiens, on les a fait l'été dernier, où j'étais là, on s'était mis dans une chambre en haut dans la maison. Et en fait, il faisait ce que je lui disais, en fait, parce que j'étais légitime. J'avais... les beaux micros d'Arte Radio, je lui disais assieds-toi là, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et puis il faisait, et en fait à un moment je me suis dit mais je crois qu'en fait peut-être j'ai voulu être journaliste juste pour ce moment, vraiment. Ah ouais. Je me suis dit en fait je peux faire ça, et je me suis, c'est mon parcours qui m'autorise à vivre ce moment précis là. Et il y a des choses qu'il m'a dites et qu'il n'a pas voulu dire au micro, d'autres qu'il a dites au micro et ensuite qu'il m'a demandé de ne pas mettre dans le podcast. Mais je pense quand même que la parole qu'il a eue à ce moment-là, il l'a eue de cette manière-là, parce qu'en fait, il ne parlait pas juste à sa fille. Évidemment, il parlait à sa fille, mais il parlait aussi à une journaliste, en fait. Et c'était assez curieux. Donc oui. Ah, c'est extraordinaire ce que tu racontes, parce qu'effectivement, cette conversation, elle n'avait pas pu avoir lieu, elle n'avait pas eu vraiment lieu, aussi tu étais absente, ce que tu racontes dans le podcast. Et pour introduire l'extrait qu'on va écouter, donc votre conversation, votre échange, il passe en fait surtout par le récit, donc de la proposition de ton père de te raconter sa vie, ouais, et dans des éléments qu'il n'avait jamais dit, ou en tout cas qui t'ont beaucoup surprise, et notamment le fait que donc, ton père est marocain, comme on va l'entendre, musulman, mais que dans sa jeunesse, il se retrouve jeune homme de la campagne, issu d'une famille très pauvre. Il se retrouve lycéen, puis étudiant dans la grande ville. Et l'une des grosses révélations, c'est qu'il fréquente les cafés et il boit des bières. Et c'est là où commence cet extrait de Mon père de Marsa Muhammad, un podcast très fort, très chargé en émotions de Juliette Jabkiro, mise en onde et avec une musique de Samuel Hirsch. On écoute un extrait de 10 minutes. À tout de suite. Je ne connaissais pas ce genre de détails sur la vie de mon père. En fait, jusqu'à présent, j'ai eu un aperçu de sa vie en forme de puzzle, dont j'attrapais parfois une pièce au hasard. Un été, par exemple, je ne sais plus trop quand, on marchait dans Casablanca et il a dit avec désinvolture « C'est là que je buvais des bières quand j'étais interne au lycée. » Des bières. Mon père buvait des bières au lycée, le même qui m'engueule régulièrement parce que je ne fais pas la prière. On connaît se bagarrer pour les mégots. C'est comme des prisonniers. C'est amusant parce que la jeunesse, on a l'inconscience totale. C'était magnifique, on était en pleine adolescence. Mais moi, j'étais un peu malade, dommage. Mais avec la cigarette et l'alcool, ça passe. Donc, je suis devenu comme un diable. Oui, mais... Donc, on faisait l'interdit. Donc, on échappait à l'autorité paternelle, l'autorité maternelle. D'accord, on est loin. Donc, on faisait tous les interdits. Au collège, mon père était doué en maths et a obtenu une bourse pour continuer ses études. Sans la bourse, ça aurait été compliqué. Mes grands-parents ont eu 9 enfants. C'était une famille modeste, très modeste. C'est donc comme ça que mon père a débarqué à Casa avec sa petite valise. C'est Casablanca, hein, c'est les campagnards qui arrivent à Casablanca. Donc, on faisait l'école missionnaire pour aller voir comment c'était la ville. Au lieu d'aller dans les bibliothèques ou d'aller dans les centres culturels, moi, on allait voir les bars. On allait faire des bêtises.
J'ai toujours eu des amis de toutes les classes. Et donc, j'allais dans une bidonville de Casablanca. Et on avait un qui avait son père ou son frère loué une baraque dans la bidonville. Et je me rappelle de ces jeunes-là. Moi, c'est des amis, en fait. Et aller les voir. On allait là. C'était des grands amis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Donc, c'était eux. Ces jeunes-là, c'était une amitié solide. Parce qu'on avait été d'un certain âge. Il y a aussi le fait qu'on a la même presque culture populaire. Donc on aime la même musique. On s'entend mieux avec des gens qui ont presque le même patrimoine musical. Ou la chanson populaire, les gens populaires, les pauvres, les gens du terrain. Quand mon père s'est mis à pleurer au micro, j'ai pleuré aussi. Je ne m'attendais pas à ça, à cette mélancolie. Ces larmes m'ont rappelé les miennes, les larmes que j'ai versées à chaque départ et qui ont dû gêner plus d'un chauffeur de taxi en route pour l'aéroport. Et aussi au lycée, il a commencé le mouvement, les mouvements politiques. Il y avait syndicats lycéens, il y avait des gens de différents bords. Il y a des élèves qui étaient dans les frères musulmans, il y avait des tendances progressistes sociales, il y a les partis qui commencent à entrer dans la tête des jeunes, il y a un mouvement, des grèves contre la nourriture, des grèves scolaires, des choses. La conscience politique, la conscience des classes, c'est au lycée. Hein. J'ai toujours su que mon père était de gauche, mais bon, pour un prof, c'est pas très original. Surtout que ma mère, qui est institutrice, l'est aussi. Comme l'étaient ses parents à elle, des profs, évidemment. Alors plus jeune, je me suis pas posé la question. C'était juste normal. Dans la famille au Maroc, par contre, ça parlait pas trop politique. Tout ce que je savais, c'est que mon grand-père devait beaucoup aimer le roi Hassan II pour appeler son fils comme lui. Et puis, l'année scolaire 2010-2011, j'étais en prépa littéraire dans un grand lycée parisien, un endroit bourgeois qui n'évoque rien pour mon père. Je précise la date parce que c'est au cours de cette année-là qu'ont débuté les printemps arabes. Tout à coup, et pour la première fois de ma vie, je me suis intéressée à la politique marocaine. J'ai donc posé des questions à mon père, qui a fini par m'avouer qu'il avait été marxiste-léniniste, donc communiste. C'est à ce moment-là seulement que j'ai pris conscience de ses engagements. Je n'entrerai pas dans les détails, parce qu'au moment même où je fais le montage de ce podcast, mon père m'envoie des textos pour me demander de ne pas inclure certaines choses. Des choses qu'il m'a racontées, mais avec réticence. Quand j'insistais, il me décochait de sacrés regards noirs. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Oui, le sujet, il est tabou. Moi, j'avais pas envie d'aller en prison. Un révolutionnaire, oui, mais la prison, non. Après toutes ces années, mon père a encore peur. Il n'a pourtant jamais rien fait de mal. Assister à des réunions, peut-être distribuer quelques tracts, des choses banales. Mais au Maroc, même des activités étudiantes peuvent coûter cher. Quand je lui ai parlé de l'enregistrer, il a dit d'accord. Mais il avait ses doutes, et à plusieurs reprises, il m'a dit « Tu ne vas pas me vendre quand même ». Je me demande aussi si raconter sa vie, notre relation, n'est pas une forme de trahison. Dans la culture arabe, il y a ce truc qu'on appelle « kalam en-nas ». Les gens parlent. Les ragots circulent, les réputations sont faites. Il ne faut pas entacher l'honneur des siens. Je respecte ses peurs et sa pudeur. Mais je pense que sa complexité mérite d'être racontée. Qu'on mérite, nous les enfants d'immigrés,
de s'approprier nos histoires, de raconter les individus derrière les stéréotypes. L'élan romantique de Karl Marx, quand il a dit la psychologie... Oui, mais justement, c'est intéressant que tu... Des choses de... Mais toi, Mais c'est à la base. Non, mais laisse-moi poser ma question. Oui, mais tu as posé la question, je n'ai même pas fini de répondre. Non, mais j'avais pas fini ma question. J'essayais juste de dire que c'est intéressant que souvent, tu cites Marx ou des concepts marxistes, alors que Marx renie vraiment la religion. Et comment ça se fait que tu as cette contradiction ? Les idées matérialistes ne sont pas contradictoires pour quelqu'un qui croit. Et moi, je suis pratiquant. Au début, quand j'étais adolescent, je me suis révolté contre ma condition. J'étais avec les étudiants que j'étais de progressistes. Il y avait les marxistes-léninistes, il y avait les trotskistes, il y avait tout ce que tu veux. Donc, on a passé par tous les étapes pour regarder. Mais après, avec l'âge, on s'aperçoit que les marxistes, léninistes, progressistes, de droite, de gauche, on est tous dans les mêmes conditions. On est des êtres humains. L'être humain, il est soumis à son environnement, d'où il vient. Et donc, à fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que les gens deviennent que le capital. Tu as des sous, tu as celui qui a de l'argent. Même au Maroc, ils disent même « Doflous clemum sous ». Tu as pas de sous, tes paroles ne sont pas salées. Donc là, le marxisme-léninisme, il l'a dit. La lutte des classes, les travailleurs, ils sont exploités, donc il y a le droit des travailleurs. Donc il y avait une lutte sociale. Et c'est pas parce que je suis musulman qu'il y a pas de lutte de classe que je ne suis pas dedans. Je suis aussi dans la lutte des classes. C'est pas parce que je suis musulman que je ne suis pas dans la lutte des classes. Un très bel extrait de ton premier podcast, Juliette Jabkiro, Mon père de Marx à Muhammad. On a vu que sur cette dernière scène, on était en plein dans cette question, mais on a entendu beaucoup d'autres choses et on a entendu, comme tu le disais en intro, une fille qui se sert de son statut de journaliste pour aussi parler avec son père, pour échanger. Est-ce que donc tu as été surprise de ce qu'il te raconte ? Parce que si on entend tout le podcast, c'est la vie de ton père, c'est aussi ta vie, c'est aussi les raisons pour lesquelles tu es parti assez jeune, à 18 ans, tu as quitté une vie de famille un peu étouffante, disons, en tout cas des rapports un peu conflictuels avec ton père. Tu m'arrêtes si je trahis ton propos. Et en même temps, ce que ton père raconte dans cet extrait-là, c'est que lui aussi, il était dans la transgression, dans la révolte contre l'autorité. Est-ce que ça, c'était nouveau ? Est-ce que ça a fait un terrain pour faciliter le dialogue ? Juliette. Mais en fait, il y a des choses que je savais, c'est juste que j'arrivais pas trop à faire la connexion entre... J'ai découvert assez sur le tard, mais je pense que c'est dans le podcast complet, mais enfin bref, qu'en fait, il avait eu ce passé-là, qu'il avait eu cette jeunesse-là, je m'en rendais pas du tout compte, parce que mon père, il est musulman, il est très pratiquant, etc. Et en fait, pour moi, il y avait forcément une dissonance. On pouvait pas... Enfin, ma vision, en fait, très française, mais je me rendais pas... Enfin, moi, j'ai grandi en France, et donc, du coup, je suis imprégnée des clichés et des préjugés des Français. Et en fait, je regardais mon père avec un regard de Française. Et donc, pour moi, c'était forcément une contradiction d'être, disons-le, islamo-gauchiste, je rigole. Mais bref. Et en fait, je pensais que, du coup, s'il était maintenant très pratiquant, ça veut dire qu'il était plus d'accord avec... les idées marxistes. Enfin, pour moi, ça collait pas. Et en fait, j'ai compris que pour lui, il faisait tout cohabiter et coexister, et qu'en fait, d'une certaine manière, dans ce qui nous apparaît comme des contradictions, il y avait une cohérence pour lui, et ça, je l'avais pas compris. Et après, je pense que ce qui m'a le plus étonnée quand j'ai parlé avec lui, c'est que je pensais qu'il parlerait beaucoup de sa rancœur contre la France. En fait, j'en parle pas du tout dans le podcast, mais il a subi énormément de racisme. C'est quelque chose de très dur. Et en fait, quand il y a eu le micro, il n'a pas eu envie de parler de ça, bizarrement. Donc quand je le lançais sur des trucs comme ça, finalement, il était beaucoup moins dans l'aigreur que ce que j'imaginais. C'était assez intéressant.
D'accord, parce qu'il y a des choses dont tu le dis d'ailleurs, et c'est assez intéressant parce que dans vos 2 podcasts qu'on va entendre, vos 2 podcasts sont assez méta, c'est-à-dire vous parlez l'une comme l'autre des conditions d'enregistrement, du lieu où vous êtes, du fait que vous êtes en train d'enregistrer et parfois de tenter des choses assez transgressives. Delphine, tu enregistres tes filles, tes enfants, toi tu établis un dialogue avec ton père sur des sujets relativement brûlants. Est-ce que du coup tu tenais à lui dire ce que tu dis quand même dans le podcast, des choses que tu avais vécues adolescente, des choses qui te dérangeaient, auxquelles tu as peut-être cherché à échapper? Est-ce que cette conversation-là, elle a lieu? Est-ce qu'elle est possible? Elle a eu lieu dans le podcast, en fait. Parce que ce que je dis dans le podcast, je ne lui ai pas forcément dit en face, mais après, du coup, je lui ai fait écouter. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait écouter, c'était pas une version définitive, mais il y avait déjà quasiment tout. Et je suis rentrée à la maison, je lui ai fait écouter cette version de travail. Et ça a duré 30 minutes à l'époque, et j'ai pas respiré pendant 30 minutes. Et je pensais qu'il allait se mettre en colère. Et en fait, non. Je pense même qu'il était content. Enfin, qu'il était fier aussi. C'était assez étonnant. Et il y a eu beaucoup de... Enfin, c'est que ça a vraiment réparé des choses entre nous, bizarrement. Je suis sûr que ce que tu dis va résonner. Enfin, moi, je suis très, très heureux qu'on produise ce podcast qui va sortir jeudi dans son intégralité sur Arte Radio. C'est assez rare, je pense, d'aborder ce thème. Je pense que ça concerne beaucoup de gens qui sont à l'écoute, donc il faut qu'ils commentent sur le Facebook, sur le YouTube. Et Chloé Assous-Plugnan, ici présente, se fera l'interprète des questions des internautes. Justement, sur un sujet assez brûlant qui a été touché, Média Audi qui avait fait un beau podcast sur les maghrébines célibataires, ce mot qui s'appelait Inch'Allah mon amour, et il y avait cette question déjà que moi j'appellerais le qu'en dira-t-on, et toi tu parles de cette manifestation assez intéressante dans la culture arabe ou arabo-musulmane. Les gens parlent. C'est pas musulman, c'est vraiment parce que c'est pas musulman, tu as raison de le préciser. J'avais fait un documentaire aux États-Unis avec des Arabes américaines et leur rapport à la honte, enfin au haïb ou à la chouma selon les pays. Et en fait, je me rappelle avoir interviewé des Palestiniennes chrétiennes, et en fait, elles avaient tout à fait cette. Enfin, d'ailleurs, il y avait une comédienne de stand-up qui m'avait dit j'ai été élevée sur un groupe de blame, shame and guilt et c'est la sauce du à la carte, enfin bref, mais en fait ça n'a pas de rapport avec la religion, et ça c'est vrai, tu as raison de le préciser. C'est quelque chose qui a l'air plus culturel et traditionnel que religieux. Ouais, et c'est important pour moi de le souligner parce que en fait on est quand même dans un contexte où enfin moi c'est la religion, ça peut être un poids, mais en même temps il y a on vit dans une société extrêmement islamophobe en France, vraiment très, très islamophobe, et tous les clichés qu'on associe à l'islam sont pas forcément vrais, et sont évidemment, et en plus sont extrêmement, extrêmement pesants, et surtout, moi souvent j'ai l'impression on a l'impression qu'il faut qu'on se libère d'un truc par rapport à la culture familiale ou à la religion. Et par contre, on ne parle jamais de l'autre poids, qui est celui de la société française et de ce à quoi on est censé se conformer en grandissant ici. Et que c'est comme si on ne voyait jamais ces deux pendants de manière... je pense que je m'exprime de façon très... pas très claire, mais... Je crois qu'on entend ce que tu veux dire. Mais là, sur cet exemple précis, c'était la question du poids du qu'en dira-t-on, de la honte sociale, en fait, qu'on dirait, de la difficulté à pouvoir justement mettre sur la table les choses dont on ne parle pas. Je le dis comme ça, je ne sais pas si ce sont les bons termes, mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort. Non, mais c'est pour ça que je ramenais aussi ça à la question de l'islamophobie ou du racisme, parce qu'en fait, il y a ce truc de, puisqu'on appartient déjà à une minorité qui s'en prend plein la gueule, si je peux me permettre. En plus, si nous, on raconte nos histoires intimes, on a l'impression de participer à cette narration collective que vraiment, les papas arabes, ils sont méchants, ils oppriment leurs filles, alors qu'en fait, tous les pères, peut-être, il y a des problèmes dans toutes les familles. Et du coup, c'est difficile aussi à cause de ça. Il y a vraiment un truc culturel oui, voilà, moi, en tout cas, je vis ça dans ma famille au Maroc, mais quand j'habitais en Égypte, c'était pareil. Il y a vraiment ce truc de « ah, les voisins vont dire », et qu'il y a un truc un peu de village où il ne faut pas se montrer sous un mauvais jour auprès des voisins. Mais il y a encore plus ici en France le truc de
Bah ouais, en fait, si je raconte des histoires intimes et que en fait, mon père se prend déjà du racisme dans la gueule tous les jours. Et alors, en plus, si moi, je raconte des trucs, du coup, pour moi, ça met dans une position où j'ai l'impression de le trahir si je raconte des choses compliquées. Et en même temps, c'est important de les raconter. Alors, comment tu résous cette contradiction? Parce qu'elle est étrange. Parce que pourquoi tu trahirais quelque chose en racontant la vérité? Qu'est-ce qu'il y a de... Tu penses que ton propos va être instrumentalisé, mais en même temps, ce que tu racontes, d'abord, ton podcast, il est plein d'amour, il est plein de respect, il est plein d'affection, mais tu dis oui, comme tu dis, il y a eu des conflits à l'adolescence, comme il y en a dans beaucoup de familles. Peut-être c'est bien aussi de s'autoriser à dire « je » dans un tel contexte. Tu n'incarnes pas toutes les filles de pères musulmans, et non, ton père n'est pas tous les pères arabes et tous les pères musulmans. Je le résous en parlant à Arte Radio et en faisant un truc intime, et c'est pas du tout... c'est pas une... justement, c'est un propos qui est tellement personnel et tellement intime que il dit forcément des choses, mais sans essayer de revendiquer, de généraliser, d'expliquer. C'est pas ça le propos. Et en fait, je pense que ce serait... j'y arriverais pas sinon. Là, je crois qu'on touche au cœur de ce qui fait la richesse et l'ambiguïté du podcast. C'est pour ça que je me tourne vers toi, Delphine Saltel. Toi, tu fais entendre dans ton podcast des moments où tu engueules tes filles quand elles sont jeunes, et tu les engueules salement. Tu les engueules vraiment. Oui, c'est quelque chose que, pareil, on ne doit pas faire entendre ça. Il y a quand même un principe qui fonde la société, c'est qu'on ne sait pas comment les gens élèvent leurs enfants. Et surtout, on ne doit pas montrer aux gens comment on élève ses enfants, surtout quand on est énervé et qu'on leur parle mal. Comment vous deux, vous débrouillez en transgressant ces tabous majeurs? Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'est très personnel? Est-ce que tu dis que tu fais œuvre collective, que tu vas aider les gens? À vrai dire, je ne sais pas toujours très bien pourquoi je fais les choses comme ça, mais je pense que un peu le credo du podcast intime, c'est de se dire, pour moi, c'est que si on raconte à la première personne, c'est plus pertinent ou c'est plus intéressant de partager ce qui fait question, ce qui gêne, ce qui met mal à l'aise. Je trouve que c'est ça, en tout cas moi, c'est ça que j'ai envie de partager, parce que je pense que c'est là qu'il y a des questions à se poser, et c'est là que ça devient collectif, parce qu'on met ces questions un peu comme ça, et puis c'est une manière de partager. Je ne pense pas qu'on puisse partager en montrant une vitrine de soi qui est un peu filtrée, fausse, artificielle. Instagrammée, quoi. Instagrammée. Voilà, donc c'est un jeu, finalement, un peu plus fragile. Et puis, moi, un peu naïvement, je compte toujours un peu sur la bienveillance des auditeurs en me disant ils vont quand même bien comprendre que... je pense qu'ils comprennent bien que si je le montre comme ça, c'est pas que j'en suis fière. C'est au contraire que ça me dérange, ça me questionne, et donc c'est pour ça que je le partage. Et toi, Juliette, tu penses aussi que en partageant comme ça quelque chose d'intime, tu dis quand même quelque chose qui a une valeur, que ça peut déclencher une parole chez les autres. Est-ce que tu te sens... Parce que c'est quand même ce que tu dis là, tu dis les stéréotypes. Nous, les enfants d'immigrés, il faut peut-être qu'on parle contre ces stéréotypes. C'est surtout que, en fait, ce serait bien que ce soit nous qui en parlions et pas les Blancs. Non, mais en fait, c'est drôle parce que juste avant, Delphine a évoqué Alice Zéniter, et en fait, moi, j'ai lu L'Art de perdre. Alice Zéniter, très beau roman, L'Art de perdre, qui est dans au printemps. Ouais. Genre juste avant que... Et en fait, je me suis rappelé vraiment, en refermant le livre, je me suis dit, ce livre m'autorise. Il m'autorise à parler. Et après, c'est pas... je sais pas, c'est récent pour moi de lire des livres ou d'écouter des choses qui ont été faites par des femmes arabes. En grandissant, j'avais pas ça. Et peut-être que ça existait et que j'étais pas curieuse, mais en tout cas, moi, j'étais une bonne élève, j'allais à l'école et je lisais ce qu'on me disait de lire. Et en fait, du coup, j'ai pas eu une éducation qui m'a fait écouter ou lire des gens qui pouvaient me ressembler. Et du coup, je sais pas du tout quelle est la valeur de ma parole, mais au moins, elle est là, quoi. Et après... Elle est là, elle est sincère. Qu'est-ce que du coup de faire ce podcast qui dure, 30 minutes, je crois maintenant, 25, 30, qu'est-ce que
est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça a changé une dynamique dans ta famille? Est-ce qu'avec ton père, tu as l'impression, parce que un peu, sans vouloir spoiler tout, mais je vais spoiler quand même, dans la conclusion, il y a aussi cette idée que quelque part, tu découvres aussi, en fait, que de te sentir plus proche de sa vie, des épreuves qu'il a traversées, même si, comme tu dis, il ne cite pas toutes les épreuves, notamment pas le racisme en France, mais d'autres épreuves, ça t'a rendu plus proche de lui, tu le comprends mieux, et tu fais même un parallèle entre ton exil et le sien. Mais en fait, déjà, c'est lui qui me le fait. Parce que, mais moi, je me rappelle vraiment que je ne comprenais pas ce que ça... Enfin, en fait, on grandit avec quelqu'un qui est immigré, qui vit loin de sa famille, mais moi, je ne me rendais pas compte à quel point c'était... Enfin, juste le sentiment de distance et d'être loin. Et même si moi, c'est ridicule par rapport à lui qui vit en France depuis 30 ans, je suis partie à l'étranger 4 ans, c'est rien en comparaison. Mais quand même, je me rappelle vraiment, en étant à l'étranger, je me suis dit, ah mince, mais en fait, lui, ça fait 30 ans qu'il vit comme ça. Et que c'est dur, des fois, d'être tout seul, de ne pas parler sa langue. Et donc, en fait, moi, j'ai enfin... Mais c'est juste, je pense, ça, c'est un truc universel. En grandissant, moi, j'ai eu du coup de la compassion et de l'empathie pour lui. Et j'ai compris, ah bah ouais, en fait, ça n'a pas dû être facile, etc. Et en fait, lui, il a ressenti cette empathie. Et en fait, je pense qu'il m'a... Puis lui aussi, il m'a considérée plus comme une adulte. Enfin, voilà, c'est... Donc, en fait, on a pu se parler, enfin. Tu vois, de l'utilité du micro et du podcast. D'ailleurs, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Profitez-en pour enregistrer vos grands-mères et vos grands-pères. Je me tourne vers Chloé Assous-Plugnan. Est-ce qu'on a déjà des questions, des commentaires, des observations? Oui, il y a une question qui vient d'arriver, Juliette, de Jean-Benoît Richard, qui est tout le temps présent à nos goûters d'écoute. Merci Jean-Benoît. Et il demande si le papa de Juliette a écouté le podcast de sa fille, quelle a été sa réaction. Enfin, du coup, la version définitive, ce que tu disais que tu lui as fait écouter un pré-montage. Il a écouté le premier mixage et je crois que il a tiqué sur des choses, mais globalement, il était content, quoi. Ouais. Et il demande si ça a changé quelque chose dans votre relation aujourd'hui. Ouais, bah, c'est ce que disait... Enfin, c'est un peu la même question que Sylvain. Et oui, il y a quelque chose qui s'est dénoué. Mais on n'avait pas non plus, on n'avait pas à couper les ponts ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on ne se voyait pas souvent et que on parlait, mais on parlait pas vraiment, quoi. On se racontait pas des choses importantes. Et là, il y a un rapport beaucoup plus de confiance et d'égal à égal. Et ouais, ça a clairement participé à ça. Bravo Juliette, en tout cas, pour ce travail magnifique d'amour filial d'une fille envers son père. Et maintenant, on va parler des mères avec leurs enfants. Delphine Saltel, tu as créé, tu animes depuis septembre un podcast qui s'appelle « Vivons heureux avant la fin du monde », ce qui s'avère tout à fait adapté aux circonstances, où chaque mois, tu te poses des questions à la fois très personnelles et très générales, et tu vas voir, comme tu dis, des gens intelligents, des chercheurs, des chercheuses, mais aussi tout simplement des témoins, des personnages, mais tu enregistres aussi ton quotidien dans une perspective de parler d'écologie, mais aussi de toutes les révolutions sociétales, sanitaires qui nous concernent. Donc ce mois-ci, tu parles de parentalité, comment la parentalité positive nous bouffe la vie. On écoute un extrait de 10 minutes du podcast de Delphine Saltel, réalisé par Arnaud Forest. Le matin, quand on entend « maman », et qu'il faut se lever, alors déjà c'est dur parce qu'on a mal partout, parce que la veille il s'est couché trop tard et qu'on devait encore travailler le soir potentiellement, ou ce genre de choses. Ouais, c'est dur. J'ai rencontré Émilie sur Internet. Elle a eu un fils, un seul, adorable, et vraiment très doué pour régulièrement la pousser à bout. Je ne sais pas si elle relève cliniquement du burn-out, mais ce qu'elle raconte y ressemble beaucoup. Le rituel du soir était compliqué. Se coucher, c'était pas possible, ça prenait des heures. Passer à table, c'était insupportable. À partir du moment où on peut plus contraindre un enfant à être dans une chaise haute, par exemple. Il va falloir lutter parce qu'il voudra pas mettre tels habits, ou mince, j'aurais dû préparer les habits la veille, c'est ce qu'on lit partout, c'est ce que tout le monde me dit, j'aurais dû me mettre d'accord avec lui sur les fringues qu'il veut porter. Ouais, on se noie un peu, on a des palpitations, quoi, en sachant que tout va être une bataille, tout.
Les symptômes, alors dans le domaine du travail, on va décrire en fait un épuisement qui est à la fois physique et émotionnel. Et ça, c'est un symptôme qu'on va tout à fait retrouver dans le domaine parental. Donc les parents vont aussi dire que voilà, le week-end par exemple ou les vacances, quand ils savent qu'ils vont devoir passer 24 heures sur 24 avec les enfants, les occuper, etc., il y a une vraie angoisse à se lever le matin, voire une vraie impossibilité. Et donc l'impression d'avoir zéro énergie en fait pour entreprendre la journée qui s'annonce ou le moment à passer intensément en fait avec les enfants, comme c'est le cas dans le domaine du travail. Mais par contre, les gens qui sont en burn-out parental, ils ont l'énergie pour aller travailler et l'inverse est vrai aussi. Donc les gens en burn-out professionnel vont dire que la famille c'est leur havre de paix. Et les gens qui sont en burn-out parental vont dire qu'ils prennent l'habitude de rester plus longtemps au travail et ils espèrent que les enfants sont couchés quand ils rentrent. Et donc ici, les gens éprouvent ces symptômes dans un contexte particulier. Donc le burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, c'est un trouble qu'on dit qui est contextualisé. Moi, ça m'arrivait d'avoir des moments terribles avant même de savoir que j'allais être confrontée vraisemblablement à une frustration ou à une crise, de repousser le moment et donc d'être dans des espèces de limbes comme ça, ou de préparation psychologique à outrance, où on peut avoir des moments de grand désespoir et de redouter tous les moments du quotidien. Par exemple, de le retrouver après une semaine de vacances chez ses grands-parents, où je redoutais de le retrouver le soir parce que je savais que ça allait être très difficile. Et que cette crainte de ces moments-là, de la gestion des moments de frustration, parce que ça devient que ça devient que de l'intendance, ça peut gâcher la parentalité, ça peut gâcher les moments de retrouvailles avec son enfant. C'est ça qu'on nous dit pas. On nous dit pas, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Il y a des jours, vous allez plus en pouvoir, et c'est pas grave, c'est normal. Je suis pas exactement d'accord avec Émilie. On le dit que parfois on n'en peut plus. Mais c'est des confidences qu'on va plutôt se faire entre parents. À une époque même, moi je ne parlais plus que de ça. Dès que je rencontrais un compagnon de galère qui avait des enfants de moins de 7 ans, je lançais un groupe de parole. À la cantine, en soirée, un peu bourré, pour vider mon sac. Essayer de rire de ce qui m'avait fait chialer le matin même. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas un piège aussi. Parce que ça cantonne le sujet à la sphère intime. Or, ce qui nous manque, je trouve, c'est plus des gens qui travaillent sur ces souffrances individuelles, qui les analysent avec les outils de leur discipline, pour qu'elles deviennent une question collective. Par exemple, en termes cliniques, comme Isabelle Roskam, avec une grille rigoureuse de symptômes. Alors un deuxième symptôme dans le domaine du travail, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou le cynisme. Par exemple, les infirmières, elles en viennent en fait à prendre les personnes avec qui elles travaillent, donc les patients, mais aussi les collègues, comme des objets. Parce qu'au lieu, par exemple, de parler de Madame Durand, ils vont parler du sein de la chambre 32. Quand vous êtes en burn-out, en fait, cette capacité d'empathie et de vous mettre à la place d'autrui, etc., ça, c'est quelque chose que vous allez perdre. Ce qui, dans des métiers de soins, évidemment, va poser beaucoup de problèmes. Et dans le domaine parental, en fait, on montre que les parents n'en viennent pas à prendre leurs enfants pour des objets quand même, mais on a ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle. Et donc, ce sont des parents qui vont faire le strict minimum. Donc, ils disent qu'ils fonctionnent en pilotage automatique, ils vont donner à manger, vont conduire à l'école, ils vont mettre les enfants au lit. Et donc, tout ce qui touche à être connecté aux émotions de l'enfant, être attentif à l'enfant, à ce qu'il vit, à ses difficultés, etc., ça, c'est plus possible. Et donc, ça donne un peu comme une espèce de parentalité froide, où on fait juste ce qu'il faut, mais il n'y a plus ces moments où on va être connecté en fait, émotionnellement à l'enfant. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui dans le quotidien, va poser des difficultés. On pourrait passer à côté d'un enfant qui est en souffrance, on peut passer à côté d'une maladie, on peut en devenir négligent, par exemple. Voilà. Ah merci bien, ce temps qu'il fait. Ça va, Gloria? Non, je pourrais pas te porter. Il faut vite qu'on se dépêche. Allez, non, on se laisse pas abattre. Et puis on va aller chez le docteur. On va parler d'inefficacité et les personnes se rendent compte qu'elles ne font plus bien leur travail et donc ça vient toucher à ça. Dans le domaine de la parentalité, c'est pas tellement qu'on devient inefficace parce que les gens savent toujours comment il faut faire à manger aux enfants et comment il faut réagir au quotidien, surtout pour les tâches automatiques. Mais par contre, on va parler d'une perte de plaisir et d'épanouissement. Maman. Tu peux faire ma gueule? Non, Gloria, tu commences pas à demander tout et son contraire. Je t'ai dit non. Mais j'en
Non, c'est fini. Mardi, je vais te punir dans la chambre. Hein. Je suis en train d'appeler le docteur pour Pauline. Et donc, la parentalité devient un fardeau. Et donc, les gens, ils disent, mais je suis saturée, en fait. Si je pouvais, je ferais autre chose. Non. 45, 40, 38, 34. C'est ça que j'ai fait? Tu la poses. Tu le poses tout de suite. Tu arrêtes. Donc, il n'y a plus de plaisir à échanger des moments avec les enfants. Donc, tout devient un fardeau. Faire un jeu avec eux, leur raconter une histoire. Enfin, voilà, les moments de plaisir partagés sont plus là. Et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que tous ces symptômes font contraste avec comment le parent était avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas utiliser le burn-out parental pour caractériser des parents qui n'ont jamais été investis avec leurs enfants. Donc, des parents qui sont négligents depuis des années, on ne va pas dire qu'ils sont en burn-out parental. Bon, ça va, mais pourquoi t'es toujours de mauvais poil, toi, comme ça? Au contraire, justement, les gens qui tombent en burn-out sont des gens qui n'en ont pas rien à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de contraste. C'est qu'il y a un avant et un après. La personne est très différente du modèle parental qu'elle donnait avant, en fait. Oh, elle me saoule, l'autre. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Gloria, tu veux aller au coin? Ça va pas recommencer comme hier, hein? Tu la demandes pas comme ça. Tu arrêtes de pleurer. Voilà, c'est tout à fait ce que je ressens là, en écoutant cet enregistrement d'il y a 5 ans. Je me fais peur à moi-même. J'ai honte d'avoir été dans cet état. À 1000 lieues des manuels d'éducation positive, qui étaient pourtant rangés sur mes étagères en plusieurs exemplaires. Comment on demande quelque chose? Sans pleurer. En fait, je crois que moi aussi, j'ai bien dû en faire un de burn-out parental. Et alors, vous me direz, c'est bien gentil d'avoir un diagnostic, un terme technique en anglais. Mais qu'est-ce que ça change au fond? Peut-être que vous vous dites aussi qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je ferais mieux de me demander pourquoi je me retrouvais ce jour-là toute seule, sous la pluie, à 16h30, avec 2 petites filles de 4 et 6 ans, dont une était visiblement malade. Que le problème, c'est moins le burn-out que le partage des tâches entre conjoints. Et je suis d'accord que parler de burn-out parental, et même de parentalité tout court d'ailleurs, c'est un peu hypocrite. Comme si la fatigue était la même pour les pères et pour les mères. Mais ça fait des années que je travaille là-dessus tous les jours avec le père de mes enfants, pour qu'on s'investisse à égalité et qu'on se la répartisse équitablement, cette fatigue parentale. En revanche, il y a une chose que je n'ai jamais pensé à remettre en question, c'est le modèle même du parent hyper investi. Pour moi, ça va de soi. Un bon parent, père ou mère, c'est un parent au taquet sur tout. Et forcément, être au taquet, ça épuise. Je pense que ça n'arrive pas que quand on est ultra fort, méga investi. Parce que dans notre contexte, les parents sont d'emblée très investis. Et donc, ça pend au nez de beaucoup de gens. Autant dans le travail, il y a plein de gens qui font un boulot alimentaire et ça leur convient très bien. Dans le domaine de la parentalité, notre culture ne vous laisse pas vraiment le choix de faire votre boulot à minima. On n'est plus dans l'idée de se dire que c'est très bien d'être un parent suffisamment bon. La culture de la parentalité fait en sorte que c'est la réalité de beaucoup de gens de vouloir en faire beaucoup. Et certaines personnes, peut-être en écoutant, vont se dire « mais moi, j'en fais pas trop ». Sauf que les parents font beaucoup de bases par défaut. Il ne faut pas être ultra méga investi, faire partie de la frange des X% qui en font vraiment de trop. Mais beaucoup de parents, même parfois sans en être complètement conscients, ont des préoccupations à l'égard de leurs enfants H24 en fait. Et donc se sacrifient pour que les enfants aient 3 activités extrascolaires, aillent dans la meilleure école quitte à faire des trajets de fou, aient un confort de vie incroyable. Et donc on se démerde pour... C'est pas une petite frange de la population qui en fait vraiment des caisses. C'est la réalité de la majorité de parents, parce que la culture nous amène à faire ça. Extrait de Comment la parentalité positive nous bouffe la vie, premier épisode, déjà en ligne sur Arte Radio. Donc beaucoup
de choses à dire. Vous pouvez commenter, poser des questions pour les autrices. Dépêchez-vous, les questions arrivent toujours à la fin, quand on n'a plus le temps d'y répondre. Donc allez-y sur le YouTube et le Facebook. Beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, on en a parlé un peu en intro. Tu prends tous les risques chaque mois parce que tu enregistres au quotidien, tu fais entendre des choses extrêmement taboues, comme Juliette Jacquiro l'a fait aussi. Mais pour entrer dans le vif du sujet de ce que ton podcast raconte à travers des entretiens avec des chercheuses et ton cas personnel, c'est que tu dis qu'en fait, le modèle du bon parent, finalement, c'est une arnaque, c'est une construction culturelle. Le bon parent n'existe pas. En tout cas, là, ce que j'ai glané un peu comme idée quand je me suis lancée dans le sujet, dont j'étais vraiment pas spécialiste, voilà, j'étais mère comme je pouvais, c'est ce qu'on entend dans les enregistrements, et souvent, voilà, j'étais vraiment débordée à une époque de ma vie. Ce que j'ai compris, c'est qu'on est parents dans un contexte, ça peut paraître évident, mais on est vraiment parents dans un contexte historique, sociologique, précis, et notre manière d'être parents est complètement déterminée par l'époque dans laquelle on vit. Et en fait, c'est une évidence, mais c'est vrai que quand on est parent, on n'a plus le temps de réfléchir à ça. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu avant d'avoir des enfants, mais une fois que les enfants sont là, on n'a plus vraiment l'espace de prendre du recul sur ce qu'on vit et comment on fait les choses. Et on peut s'être promis de jamais. Moi, je m'étais vraiment jamais j'avais envisagé que j'atteindrais cet état de fatigue, de surmenage qui me fait parler comme ça aussi mal à mes enfants. Voilà, parce que j'ai tout pris un peu dans la figure. C'est arrivé, ça vient, c'est extrêmement chargé, la vie de jeune parent. Et on n'a plus, le temps et l'espace mental de prendre un peu du champ, de la distance. Et par exemple, de comprendre que cette parentalité, donc, que les sociologues nomment intensive, voilà, c'est une construction culturelle en fait assez récente, et que plein de changements historiques très complexes ont peu à peu mis en place. Alors, pour être précis, la parentalité intensive, c'est quoi? Ça vient du fait qu'on estime désormais qu'en fait, on est responsable. C'est-à-dire que si l'enfant va mal, c'est de la faute des parents. Donc, s'il tourne mal, qu'il se drogue, qu'il boit, qu'il est en échec, tout est de la faute des parents. Et donc, il faut que les parents fassent un maximum, tendent à la perfection, puisqu'en gros, ils sont responsables de tout. Tout vient d'eux. Et que s'il leur revient aux parents, et donc, comme tu le dis dans l'extrait, quand on dit les parents, ça veut dire à la mère, en vrai, beaucoup, de tout faire bien et d'être 100% parfaite, quoi. C'est ça la parentalité intensive, c'est d'être sur tous les coups. Alors, il y a plein de. En fait, la parentalité intensive, c'est un mot, c'est un concept, et en fait, l'idée, c'est que ça puisse nous aider à un peu se questionner sur comment on fait et pourquoi on le fait comme ça. Et c'est beaucoup de choses, mais il y a notamment cette idée de déterminisme parental qui s'est construit historiquement sur l'idée que les enfants sont le futur de la nation, sont le futur et à partir de là, il faut absolument miser sur. Il y a un enjeu énorme à éduquer la génération qui vient, et cette responsabilité, elle pèse sur les parents en premier lieu. Et la raison pour laquelle elle pèse sur les parents en premier lieu, c'est plein d'autres choses historiques qui y participent. Il y a les modes de vie, donc le fait que les responsabilités parentales se soient resserrées sur le couple parental. Avant, il y avait je pense qu'on partageait beaucoup plus entre générations l'éducation des enfants. Donc en fait, il y a plein de faisceaux. Dans le podcast, c'est compliqué à résumer, parce qu'en fait, c'est un sujet où s'empilent plein de. C'est pour ça que tu fais plein de données historiques, mais l'idée, c'est que ça puisse un peu aider. En fait, l'objectif, c'est pas de se déculpabiliser, de se décomplexer en disant c'est pas notre faute si c'est compliqué. Et, on a qu'à faire comme on peut, comme on veut, c'est pas grave. Enfin, c'est pas du tout ça que j'ai cherché à. Je voudrais surtout pas qu'on pense que je cherche à dire ça et que je cherche l'absolution en disant je fais n'importe quoi avec mes enfants et c'est parce que je suis trop fatiguée, c'est la faute à la société. Et, non, je pense que l'idée, c'est que si on a un peu du grain à moudre et un peu de réflexion, de concept, la psychologue clinicienne qu'on entend, là, Isabelle Roskam, moi, je trouve qu'elle dit des choses assez fortes, parce que on a un tout petit peu, on comprend un tout petit peu pourquoi on fait ce qu'on fait.
C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a là-dedans une évolution récente? Parce que moi, j'avais entendu parler, notamment, c'était beaucoup un truc aux États-Unis, des parents hélicoptères. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en suspension auprès, et donc c'est ceux qui vont mettre à faire du judo, du violon, des activités. Ils sont tout le temps là, ils sont beaucoup plus présents. Il y a des études qui sont faites sur, par exemple, le nombre de mètres qu'un enfant a le droit de faire seul. Et à chaque génération, disons que dans les années 50, un gamin pouvait faire 15 km tout seul pour aller pêcher à l'âge de 8 ou 10 ans, ce qui est absolument impossible maintenant, mais où ça se réduit à chaque fois. Donc, ça fait partie, c'est ce que les vieux réacs disent, c'est plus possible, les enfants sont mal élevés parce qu'on les protège trop. Ça a à voir avec ça aussi? En tout cas, c'est récent. C'est récent et c'est vrai que on peut tous se dire, moi je me souviens que ma mère, quand j'étais petite, elle nous laissait au rayon BD au supermarché pendant 1 heure et on était très contente. Pendant ce temps, elle allait faire ses courses tranquillement et avec ma sœur, on passait 1 heure au rayon BD à lire des BD et on était très contente. Et moi, souvent, quand je vais au supermarché avec mes fils, il faut jamais aller au supermarché avec ses enfants, mais quand on est obligé d'y aller, à chaque fois, je pense à ma mère et je me dis... pourquoi je peux pas le faire en fait, et toutes les raisons en fait qui font que je n'ose pas laisser mes 2 filles au rayon BD. Tout ça, c'est très emmêlé. Il y a plein de choses qui jouent. Et c'est récent. Voilà, en une génération, on a déjà changé. On surprotège plus, on est plus présent et surtout, on se croit responsable. Le sociologue Claude Martin, qu'on entend dans le podcast, une des pistes pour comprendre pourquoi on est devenu des parents hélicoptères, c'est aussi l'état de crise permanent et le fait qu'il y a une vraie anxiété sur ce qui va arriver à la génération d'après. C'est-à-dire que pendant longtemps, en tout cas pendant les 30 Glorieuses, il raconte qu'il y avait une espèce de sécurité, de foi dans le système qui faisait qu'on était à peu près sûr que son enfant allait avoir un meilleur niveau de vie que celui de la génération précédente. Là, ça fait quand même des dizaines d'années que il n'y a plus du tout cette confiance. Puis là, en ce moment, de moins en moins. Et que cette espèce d'anxiété, elle participe aux parents hélicoptères qui se doit de protéger le plus possible son enfant. Et je pense que ça, c'est lié à l'individualisme, c'est-à-dire qu'au lieu de collectiviser ces questions, de se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour que... En fait, c'est fini, ça. On partage plus. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens beaucoup dans ma vie. C'est un peu chacun pour sa peau. Tu fais ce que tu peux avec ton enfant. C'est toi qui embauche ta babysitter, le mode de garde, la scolarité, les activités extrascolaires. Vraiment, tout pèse lourdement sur le couple parental, et alors que l'anxiété générale, elle s'accroît. Et ça s'est resserré, il me semble, sur la famille nucléaire. C'est le principe même du libéralisme que de faire porter la culpabilité aux individus, comme on le fait pour l'écologie. Exactement. Si vous ne triez pas, donc c'est pour ça que je disais vous ne triez pas vos déchets, ça ne va pas, vous ne mettez pas bien le masque, il y a une épidémie, et puis voilà, vous ne croyez pas au vaccin, tout est de votre faute, même s'il n'y a pas de vaccin. Et donc, si vos enfants tournent mal, c'est forcément de votre faute, même si nous, de notre côté, on a fait en sorte qu'en fait, ils ne peuvent pas suivre les mêmes études, pas accéder aux mêmes possibilités. Claude Martin, là, je sais plus si je l'ai gardé dans le montage, mais il dit qu'il y a une défausse, la société se défausse sur les parents, et au lieu de penser des solutions collectives, elle se décharge sur les parents qui se retrouvent tout seuls à encaisser en fait la précarisation, les difficultés sociales. Bon, voilà, cette idée qu'on est parent dans un certain contexte, c'est pas la solution, c'est pas comme ça qu'on va devenir un meilleur parent, mais je pense que ça peut un peu aider à comprendre et et peut-être à être un peu plus réflexif sur sa manière de faire, parce qu'encore une fois, l'idée c'est pas de se dire c'est la faute aux autres et c'est pas de ma faute si je suis nulle comme parent, c'est plutôt de se conscientiser, de prendre conscience de comment on fait les choses. Et alors Chloé, j'imagine que ces débats sur la parentalité enfièvrent l'Internet. Des questions sur le lait maternel ou l'avantage de l'allaitement? Non, là, c'est vraiment sur le podcast. Il y a Nat, etc., qui dit, personnellement, en écoutant l'épisode entier, ce qui m'a le plus touchée, en plus de la définition du burn-out en général, c'est la fille de Delphine Saltel, qui exprime ce qu'elle ressent face à sa mère, mais ça me fait penser à l'utilisation du micro, dont tu parlais avec Juliette, c'est-à-dire...
micro, il a quand même une utilité. Enfin, du coup, il y a un Agra, un enregistreur chez toi tout le temps allumé. Il y a une fonction à ça, j'imagine. Alors, c'est marrant parce que quand tu disais, Juliette, on citait Inès Léraud et l'idée du micro, arme ou bouclier, ou en tout cas ce que ça produit quand, avec ses proches, tout d'un coup, le micro est là et peut-être on ne se parle plus de la même manière. Une chose que je voudrais dire, c'est ça peut sembler peut-être étrange pour les auditeurs de dire mais qu'est-ce que c'est que ces archives sonores où elle se retrouve à enregistrer quand elle hurle sur ses enfants. Alors, donc je précise juste que c'était à l'époque, en tout cas l'enregistrement qu'on entend là dans l'extrait, à l'époque, je faisais un podcast sur l'école de mes enfants, donc sur mes dilemmes entre l'école publique et l'école privée. Et donc, je laissais tourner le Nagra très souvent à la maison parce que je cherchais à accumuler des ambiances, des situations où, à l'époque, ce n'était pas du tout ça que je voulais documenter, c'était plutôt... ironiquement, les conditions un peu privilégiées sur le plan de la sociologie, le fait que mes filles avaient sans doute à la maison tout un bagage culturel qui ferait que il y aurait peu de différence à être à l'école privée ou à l'école publique. Donc je pensais que j'accumulais un peu des ambiances où on entendrait plutôt les privilèges et la bonne ambiance à la maison, où on lit des histoires en anglais et tout ça. Bon, et quand ça tournait, ça tournait tout le temps. Grâce au numérique, maintenant, on peut enregistrer 4 heures, laisser tourner un Agra 4 heures qu'on oublie, qu'on finit par oublier. Là, très probablement, je l'avais oublié. Et donc, j'ai replongé dans les archives pour ces archives qui ont donc 5-6 ans, pour chercher un peu des situations qui illustreraient le burn-out parental. Et quand je les ai réécoutées 5 ans après, vraiment, j'étais très mal. C'est pour ça que je vais être claire. Je ne le fais pas entendre pour dire, vous avez vu, j'ai bien conscience que ça met très mal à l'aise. Et moi, je suis la première très mal à l'aise à réécouter à quel point j'étais pas bien. Mais du coup, j'entends des choses dans ces enregistrements que j'entendais peut-être pas à l'époque. Et j'entends la fatigue, j'entends le burn-out, j'entends à quel point j'étais à côté de la plaque souvent par rapport aux demandes de mes filles. Et du coup, là, au moment de réaliser l'épisode, je me suis dit, il faut que j'en reparle avec les filles. Donc tu leur as fait écouter, tu leur as fait écouter ces archives. Alors, j'ai pas fait parce que je sais pas passer comme ça. Non, j'en ai parlé, j'ai reparlé de ces moments dont elle se souvenait très bien, de certains moments, de certaines crises, de certains moments un peu trash. Et j'ai eu cette petite discussion. Les filles sont très drôles parce qu'on les entend à la fin, elles sont particulièrement drôles, même si elles ont beaucoup souffert. Mais c'est vrai qu'elles s'en souviennent. Oui, elles s'en souviennent. Enfin, il y en a une. En fait, pourquoi les parents se mettent dans des états pareils ? En fait, c'est le deuxième enfant souvent qui fait un peu, qui charge un peu la barque et qui fait qu'on bascule un peu dans le burn-out. Et donc, clairement, moi, c'est à l'arrivée de ma fille cadette que tout est devenu plus difficile. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête de parler. Non. Et donc, c'est souvent avec elle... Enfin, j'ai l'impression que c'est ma fille cadette. Puis bon, il se trouve que c'est avec elle que souvent, ça montait un peu dans les tours. C'est elle qu'on entend, là. Et donc, voilà, on en a discuté toutes les deux. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et c'est vrai qu'au fond, j'ai eu des discussions avec ma fille sur cette époque-là de notre vie que j'aurais peut-être pas eu... Enfin, que je n'avais jamais eu, voilà. Et c'est le micro c'est le micro et le projet du podcast qui a fait qu'on s'est mis à discuter de ça et on s'est dit plein de choses. Il faut pas se battre la coulpe, hein. Delphine Saltel, Juliette Japquiro, c'est formidable parce que vous faites ça, un travail formidable. Si ton podcast a autant de succès chaque mois, Delphine, c'est l'un des podcasts qui a le plus de succès désormais sur Arte Radio et même sur d'autres plateformes, c'est parce que justement, c'est très rare que quelqu'un se livre et ait l'audace et qu'on n'est pas en train de se montrer comme des gens parfaits, des bonnes personnes qui disent le bien, qu'on n'est pas sur le podcast de confort, où on ne fait pas de la ASMR, on n'est pas là non plus pour embêter les gens et les faire souffrir, mais il y a quelque chose de fort qui passe dans cette émotion, et sans ce dévoilement sonore, c'est le son qui a une telle force, c'est d'entendre toi crier, mais les gens qui s'offusquent de ça ou qui font semblant de s'offusquer de ça, soit
n'ont jamais eu d'enfants, soit ont complètement oublié, mais je ne connais pas un seul parent, et c'était très... Marie Darrieussecq racontait ça très bien dans Le Bébé, l'envie de le foutre par la fenêtre, par exemple. Tous les parents te disent ça, il n'y a pas un parent. Or, et Marie Darrieussecq disait, c'est pour ça que je me permets d'en parler, elle disait, ils ne le font pas, sinon on verrait toute la journée des bébés qui seraient, qui passeraient par les fenêtres. Et elle dit, il y aurait des pluies de bébés dans les rues, je crois. Si on c'est pas pour prôner, évidemment, de faire comme ça, mais si effectivement, l'idée, c'est si on se met à réfléchir ensemble à ce qui fait que parfois on en arrive à ces états-là, voilà, peut-être qu'on pourra réfléchir et chercher comment. Mais c'est ça, je veux dire que c'est courageux, mais c'est pas que courageux dans un sens kamikaze. Ça paraît comme ça un peu. C'est pas du burning, c'est très sain ce que vous faites. Chloé me signale que nous avons. Oui, parce que du coup, Louisa, elle constate que toutes les mères font un burn-out, enfin ce que vous êtes en train de dire, et se battent en plus pour que les pères s'impliquent plus. Donc, elle n'a pas du tout envie de faire un enfant. Bon. Du coup, parce que Delphine, là, tu parles du premier, et en plus, il y a la question du deuxième maintenant qui donne pas très envie. Donc, elle dit pourquoi faire des enfants en 2021 bon, c'est une bonne question. C'est pas la meilleure période. Alors, c'était pas a priori le thème de cet échange à la Maison de la Poésie aujourd'hui, mais en tout cas, on a vu que la natalité était en baisse. Si on a des enfants ou si on n'en a pas, si on est bonne fille de son père ou bonne mère de ses filles, en tout cas, on peut écouter des podcasts qui prennent les risques à notre place et permettre, et c'est ça qui est quand même intéressant, on a beaucoup reproché au podcast quand c'est apparu de scinder les publics. Les gens disaient « Ah mais avant c'était génial, on écoutait tous la même chose à la radio ». Alors d'abord je ne sais pas de quelle époque ils parlent, à quelle époque il y avait une seule chaîne de radio, mais enfin très vite il y en a eu plusieurs, la télé c'est pareil. À part les finales de match, et encore tout le monde ne s'intéresse pas au football, et il faut le signaler, il n'y a plus de spectacles et de moments comme ça médiatiques fédérateurs, à part les catastrophes. Donc ça a toujours été un mensonge. Non mais ça a toujours été un mensonge de dire le podcast, ça sépare les gens, alors que la radio, ça les réunit. Et en plus, les faits sont là, c'est pas vrai, c'est que les gens qui font du podcast reçoivent beaucoup plus de courriers, il y a beaucoup plus de débats et d'échanges suite à un podcast que suite à une émission de radio ou un article de journal. C'est peut-être à déplorer, mais c'est comme ça. C'est bizarrement cette manière aussi quand même d'avoir peut-être une adresse directe. Je voudrais finir là-dessus parce que toutes les deux, vous parlez, toi tu dis, pendant que je monte ce podcast, Juliette Japquiro, mon père m'envoie des textos en me disant « ne dis pas ça, ne dis pas ça ». Mais tu le racontes. C'est ça qui est fort. Et toi, tu dis « qu'est-ce que je fais là, à Issy-les-Moulineaux, en train de faire ce podcast, alors que je pourrais être avec mes filles ?» J'ai l'impression que ces deux phrases-là, on ne veut pas les entendre à la radio. Non, c'est pas pour me la jouer, mais je te vois pas écrire ça dans Le Monde et je te vois pas dire ça sur France Culture, alors que tu collabores très régulièrement à France Culture. Il y a quand même quelque chose dans ce mode d'expression qui est assez intéressant, non ? De pouvoir se permettre de dire à l'auditeur ce qu'on est en train de faire, et y compris quand c'est pas pour se mettre en valeur, quand c'est pour dire, en fait, je fais ça, mais vous savez, mon père, il intervient. C'est une sorte de souci de transparence aussi, parce qu'il y a il y a des choses que j'aurais bien aimé mettre et que j'ai pas pu mettre, parce qu'il m'a raconté des trucs qui s'étaient passés, et puis après mais le contrat que j'avais avec lui, c'était qu'il pouvait me parler librement, et que s'il y a des choses qu'après il se sentait pas confortable que ce soit public, et ben je le mettrais pas, et c'était vraiment le contrat entre nous. Mais c'est vrai que l'avantage du podcast, c'est qu'il y a une forme d'agilité au niveau de la narration et de l'écriture. Ben, du coup, s'il y a des trucs, c'est un peu gênant. C'est vrai que si c'était un sujet... déjà, si c'était un sujet... moi, j'aurais jamais... avant, je travaillais pour l'agence Reuters, quoi. Donc, j'écrivais des articles, des dépêches. Évidemment, on est sur un truc totalement différent. Mais ouais, en fait, on se dit, bah oui, en fait, je peux le raconter. Il y a un truc d'horizontalité, un peu aussi. Puis comme il n'y a pas de contrainte de longueur, toi, tu m'avais dit, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 40 minutes. On peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a une liberté qui est hyper agréable, ouais, comme auteur. Et on peut, c'est aussi une manière, c'est aussi une ficelle, il faut quand même bien le reconnaître, au sens où c'est aussi une manière humble de dire j'ai pas tout, je peux pas tout avoir. Il manque des éléments à mon enquête. C'est-à-dire que les commentaires méta, comme tu dis, ça permet d'intégrer ce qui manque ou les conditions de fabrication de l'épisode qui peuvent aider l'auditeur à comprendre qu'on a pris ces partis pris-là, etc. En fait, ça va avec la première personne d'une certaine manière. Moi, je pense aussi que vous êtes une génération
on va dire, où cette transparence, effectivement, elle est importante. On a tous souffert de la posture du journaliste omniscient, sachant tout, venant dire le bien, le mal et la vérité. On sait que c'est un mensonge, enfin on sait en tout cas que ça n'est pas tout le temps le cas, que toute information, elle est aussi idéologique, etc., elle est choisie. Je pense que vous êtes aussi une génération qui est moins dupe et qui avait, même si c'est une ficelle, aussi la générosité et l'intelligence de donner à entendre les conditions de production du discours. On doit finir, mais je crois qu'on a encore une question, Chloé. Oui, il y a encore 2 questions. Il y a Lama qui demande, Delphine, si tu as des retours sur les différentes thématiques de tes podcasts. Et il y a des questions sur le 2e épisode, du coup, sur la parentalité. Quand est-ce qu'il sort et ce qu'il contient Alors, moi, je peux répondre. Le 2e épisode sort le 24 mars. Si tout va bien. Normalement. Je t'en ai pas encore parlé. Non, c'est le moment de vous parler des conditions de production. Non, oui, normalement, ça devrait être près le 24 mars. Et c'est sur... alors, c'est sur l'éducation positive. Et donc, ça sera un peu sur, justement, sur cette manière comment parler à nos enfants, quel est voilà, il n'y a pas de bon ton, il n'y a pas de ton juste, mais là aussi, se demander dans quelle phase historique on est. Et on est dans un moment où on a une horizontalité avec ses enfants et ça induit qu'on leur parle plus du tout comme on leur parlait avant. Et ça, c'est comme un nouveau modèle de communication non violente, de communication égalitariste. Et on est, je pense, une génération de parents à un peu essuyer les plâtres de cette manière de fonctionner, de communiquer. Et ce qui fait que c'est pas facile tous les jours à mettre en pratique dans les vies familiales. Donc c'est un peu de ça dont il s'agira dans l'épisode du 24 mars. Et les retours, oui, j'en ai, comme tu disais. En fait, il y a des courriers, il y a des gens qui se manifestent et qui, quand les commentaires positifs, bienveillants, c'est, oui, des gens qui disent se retrouver dans un peu cette attitude qui consiste à avoir plus de questions que de certitudes. Voilà. Bravo, ce sera un bon mot de la fin. Mon père de Marc Samohamad de Juliette Japkiro sera en ligne ce jeudi. La parentalité épisode 1 est déjà en ligne et l'épisode 2 par Delphine Saltel à la fin du mois. À la technique, à la Maison de la Poésie, il y avait Arthur, Patrick et William. Chloé Assous-Plugnan, qui est chargée de production à Arte Radio, qui s'occupe de tout, a pris vos questions et vos commentaires. En ce qui me concerne, je serai au festival Les Passeurs du Réel. C'est à Namur, en Belgique. Quand je dis je serai à Namur, en Belgique, non, je serai chez moi mardi à 20h. Un rendez-vous, les gars, sur le festival Les Passeurs du Réel à Namur, mais j'animerai une séance d'écoute ce mardi 9 mars à 20h. Et le prochain goûter, ici à la Maison de la Poésie, ce sera le dimanche 4 avril avec de tout autre podcast. Merci Juliette Japkiro, merci Delphine Saltel, merci Chloé Assous-Plugnan, merci à tous pour votre patience et d'avoir suivi ce goûter. À bientôt, vive la radio.